Ce qui est démocratique, c'est le tirage au sort, tandis que l'élection, elle est aristocratique. Bienvenue sur Démocratie, le premier podcast politique qui n'est pas centré sur l'actualité immédiate. Aujourd'hui, j'accueille Pierre-Étienne Vandamme, chercheur et enseignant en philosophie politique en Belgique. Il a beaucoup travaillé sur le tirage au sort, une alternative aux élections dans nos démocraties, qui consiste à désigner nos représentants en les sélectionnant aléatoirement parmi les citoyens. Dans cet épisode, on parle de démocratie athénienne, de l'origine des élections, et on répond surtout à la question « Est-ce que la politique est un métier comme un autre ?» Bon épisode! Le tirage au sort dans son usage politique, consiste à inviter n'importe qui à participer à une activité politique. Donc généralement, on va inviter entre une cinquantaine et 150 personnes par téléphone ou par courrier à participer à ce qu'on appelle une assemblée citoyenne ou un jury citoyen, un mini-public. Et donc, ces personnes sont invitées à discuter de questions politiques, d'une question définie à l'avance, sur l'espace de plusieurs week-ends, et puis à produire des recommandations qui généralement sont censées informer les décideurs politiques. Généralement, le rôle de ces assemblées citoyennes est plutôt consultatif, c'est donner un avis citoyen qui soit éclairé par des discussions inclusives dans le sens où ces assemblées tirées au sort regroupent une grande diversité de profils. C'est ça qui est généralement jugé intéressant. Donc pour l'instant, c'est toujours consultatif, c'est-à-dire que ces assemblées, elles n'ont pas de réel pouvoir politique. Oui, c'est ça. Généralement, ça se fait. Alors, soit ça se fait à l'initiative de citoyens et citoyennes, mais alors de manière un peu déconnectée du monde politique, donc ça n'a pas un impact important. Soit ça se fait à l'initiative des pouvoirs publics, du monde politique, et souvent avec une réticence quand même à donner trop de pouvoir à ces assemblées citoyennes tirées au sort. Donc on va plutôt leur donner un rôle consultatif. Mais l'impact des recommandations de l'Assemblée citoyenne dépend de beaucoup de choses, notamment s'il y a une vraie visibilité publique des travaux de l'Assemblée, et il va y avoir une certaine pression à accepter leurs recommandations. Donc par exemple en France, on pourra en parler, il y a eu une Convention citoyenne pour le climat qui a eu une belle visibilité médiatique. Ça va impliquer évidemment la pression qui existe sur le pouvoir public à prendre au sérieux leurs recommandations, mais malgré tout, généralement, les politiciens gardent le dernier mot et peuvent se permettre d'ignorer les recommandations. En Belgique, il y a des expérimentations un peu plus, qui donnent un peu plus de pouvoir à des assemblées citoyennes tirées au sort. On peut en parler si vous voulez. Mais donc, de manière générale, dans le monde, ça reste quelque chose qui est plutôt une expérimentation pour le moment à faible pouvoir. Est-ce qu'on peut l'envisager comme une alternative aux élections? Mais il y a des personnes qui l'envisagent. Alors c'est une position clairement minoritaire, à la fois parmi les activistes, mais surtout dans le monde académique. Il y a des personnes qui défendent cette position. Il y a notamment un livre qui vient de sortir d'un chercheur états-unien qui s'appelle Alexander Guerrero. Le livre s'appelle L'Autocracy, et il défend un modèle démocratique sans élection. Donc c'est tout à fait imaginable. Mais ça pose une série de défis dont on peut discuter. La position majoritaire est de voir plutôt dans le tirage au sort un complément à l'élection, qui amène des avantages distincts des élections. Donc par exemple en France, en plus de l'Assemblée nationale et du Sénat, on pourrait imaginer une troisième chambre composée uniquement de citoyens tirés au sort. On peut imaginer ça, une troisième chambre tirée au sort. On peut imaginer remplacer la seconde chambre. Par exemple en Belgique, on discute pas mal de l'utilité de la deuxième chambre. Du Sénat qui est un peu redondant par rapport à la Chambre, parce que si c'est pour avoir finalement aussi des élus qui ont le même genre de profil sociologique, qui appartiennent au même parti politique, on peut se demander quelle est l'utilité d'une deuxième chambre dans certains pays, et alors on pourrait imaginer transformer le Sénat, par exemple, en Sénat citoyen. C'est une proposition qui existe, que moi je défends, et qui me paraît assez intéressante. On parlera des inconvénients après, mais pour l'instant, quels sont les avantages du tirage au sort sur les élections entre guillemets traditionnelles? Le gros avantage, c'est la diversité de profils que ça permet de rassembler. Parce que l'élection, elle joue comme un filtre. C'est-à-dire que pour être élu, il faut quand même avoir certaines capacités. En fonction du type d'élection, du type de système politique, on peut avoir besoin d'argent pour mener une campagne. Il faut avoir les relations sociales qui permettent d'être inséré dans les bons réseaux. Il faut avoir certaines qualités d'expression, savoir s'exprimer en public, défendre ses idées.
avoir un certain niveau d'éducation, parce que tout ça est corrélé finalement à la capacité à s'exprimer en public. Et donc on remarque que les élections vont tendre à amener au pouvoir des profils assez similaires, des gens avec des plus hauts diplômes que la moyenne, des gens avec plus de ressources financières, de capital social et culturel. Et donc il y a une sorte de biais élitiste lié à l'élection, qui tend à plutôt donner du pouvoir à des gens qui font déjà un peu partie de l'élite socio-culturelle, économique. Et donc le tirage au sort, lui, puisqu'il invite n'importe qui et ne demande pas des prérequis pour être sélectionné, eh bien, sélectionne toutes sortes de profils. Alors, à nuancer quand même, parce que généralement, on n'est pas obligé de participer quand on est tiré au sort. On n'est pas obligé, si on est invité à participer à une assemblée citoyenne, on a le droit de dire non parce que on n'est pas intéressé, ou on est occupé, on n'est pas disponible à ces dates-là, etc. Le problème, c'est qu'il y a des profils sociaux qui sont... Voilà, il y en a, voilà. Typiquement, qui va accepter les retraités, les gens qui ont déjà un intérêt pour la politique, qui ont confiance en eux-mêmes et en leur capacité de s'exprimer et de se défendre en public. Et alors ceux qui sont plus susceptibles de refuser, c'est ceux qui, par exemple, des publics très désavantagés, ou des femmes qui typiquement vont donner une priorité à des charges familiales. C'est des personnes aussi qui se sentent exclues de la politique et qui ne se sentent pas du tout capables de participer à des discussions politiques. Donc le tirage au sort potentiellement accueille tout le monde. Dans les faits, c'est quand même à nuancer un peu. Par exemple, il me semble que pour la Convention citoyenne pour le climat, ils avaient essayé justement d'avoir un échantillon représentatif en termes de parité homme-femme, de classe sociale, d'âge, etc. Effectivement, on s'est rendu compte à travers les différentes expériences avec le tirage au sort de cette difficulté-là, de ce biais dans les taux qui acceptent et qui refusent de participer. Et donc, généralement, on complète le tirage au sort avec des quotas. Et on appelle ça la méthode de l'échantillonnage stratifié, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort dans certaines catégories. Par exemple, on décide qu'il nous faut 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, on fait des listes d'hommes et de femmes et on cible les profils qu'on veut. On tire au sort, mais parmi une catégorie. Par exemple, il nous faut des 18-25 ans. On les regroupe dans une liste et on tire au sort dans cette liste. Donc, généralement, les critères, c'est l'âge, le genre, le niveau de diplôme ou de revenu, ça dépend. Et parfois la zone géographique dans laquelle on vit, pour éviter par exemple si on fait quelque chose à l'échelle de la France, d'avoir que des Parisiens ou que des gens du Nord et pas des gens du Sud. Donc voilà, c'est généralement ces critères-là qui sont utilisés. À chaque fois que je parle de tirage au sort autour de moi, j'ai toujours cette objection, la politique c'est un métier, on ne peut pas s'improviser maçon ou boulanger. Est-ce que la politique c'est différent? Et alors, je fais l'avocat du diable parce que c'est pas une position que je partage forcément, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à mettre un pouvoir politique entre les mains de citoyens entre guillemets ordinaires? Mais la politique, c'est un métier, c'est effectivement une idée dominante, mais c'est une idée, dans l'histoire de l'humanité et de la démocratie, c'est une idée assez récente. À l'origine, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Les démocraties, à l'origine, c'était des assemblées ouvertes à tout le monde. Il n'y avait pas des professionnels de la politique. Et c'est seulement à partir des révolutions modernes au XVIIIe, XIXe siècle qu'on a commencé à transformer la politique en une activité de professionnels de la politique, à travers l'instauration de systèmes représentatifs avec une très forte division du travail entre les représentants élus qui prennent les décisions, qui discutent, qui délibèrent et qui décident au nom du peuple, et le reste de la population qui reste dans une position largement passive en dehors des élections. Donc ça, c'est seulement une manière possible d'incarner l'idéal démocratique. Et ce n'est pas forcément la manière la plus démocratique de procéder. Et puis quand on se rend compte aussi, quand on observe un peu ces expérimentations avec le tirage au sort, que les gens sont capables de développer des compétences politiques en assez peu de temps en fait. Vous disiez ça s'improvise pas, effectivement peut-être pas du jour au lendemain, mais en fait les gens ont une capacité d'apprentissage qui fait que quand ils sont rassemblés dans des conditions adéquates pour s'informer sur des questions politiques, ils écoutent et discutent avec des experts du sujet en question, ils discutent entre eux, il y a une montée en compétences très rapide. Et au terme de ce travail de délibération, d'information, les gens
produisent des recommandations très bien informées, qui reposent vraiment sur des informations pertinentes, et donc finalement produisent des recommandations qui ne sont pas plus mauvaises que celles d'un politicien ordinaire. Si ce modèle-là de gouvernement représentatif, c'était pas le majoritaire, ou en tout cas c'était pas forcément le plus logique, le plus évident à l'époque où ça a été conçu, pourquoi maintenant, dans notre monde actuel, c'est le modèle majoritaire de très très loin, et pourquoi ce choix-là a été fait? Alors, moi je vois deux explications principales. Il y a eu un changement d'échelle de la politique. C'est-à-dire qu'à Athènes, par exemple, ou dans des cités antiques au Moyen-Orient, où il y a eu les premières expériences de démocratie, on était dans des échelles assez petites, et donc on pouvait organiser ce qu'on appelle une démocratie d'assemblée, où l'ensemble de la population de la ville, par exemple, Athènes ou Canèche, était invité dans l'assemblée, et ceux qui souhaitaient s'exprimer pouvaient le faire. Il n'y avait pas besoin d'un processus de représentation. Et puis, au XVIIIe siècle, Révolution française, Révolution américaine, on est dans des échelles beaucoup plus grandes. Donc, rassembler tout le monde en un seul lieu, c'est plus possible. Et donc, la représentation s'impose, le fait de choisir des représentants. À côté de ça, il y a le fait aussi que les gouvernements représentatifs modernes, ils ont été créés par des élites qui n'avaient pas envie d'instaurer la démocratie. Pour eux, donc la démocratie était associée à ce qui existait à Athènes, et ce n'était pas quelque chose de souhaitable à leurs yeux. Donc les élites avaient des avantages, des intérêts à préserver, sentaient bien dans un contexte révolutionnaire qu'il y avait un pouvoir qu'il fallait faire des concessions à la population. Et donc, les gouvernements représentatifs qui ont été créés, c'est une sorte de compromis entre les intérêts des élites et une forme de participation de la population. Mais la population, à l'origine, vous le savez, c'était seulement les hommes qui avaient un certain nombre de propriétés, un certain revenu. Et donc c'était vraiment limité au niveau de la participation, et puis c'était limité aussi dans les opportunités de participer. Même pour ces personnes qui avaient le droit de vote, c'était élire les représentants, et c'est à peu près tout. C'était ça le modèle dominant. Donc il y a à la fois la question de l'échelle, mais il y a aussi une vision très élitiste qui fait qu'on a voulu laisser le pouvoir de décision quand même à une élite, mais une élite différente. C'était plus l'aristocratie héréditaire comme avant, c'était une sorte d'aristocratie élective, c'est-à-dire ceux qui, par l'élection, vont se distinguer de la masse. On dit souvent que la démocratie athénienne, c'est la première démocratie occidentale et que ça a inspiré nos démocraties modernes. Mais est-ce que finalement, là, si un démocrate athénien de cette époque était transporté au XXIe siècle, est-ce qu'il considérait que nos régimes politiques qu'on a, nous, en Occident, c'est des démocraties, ou est-ce qu'il les verrait plutôt comme des aristocraties? Oui, alors c'est une idée qui effectivement peut étonner, mais qui est de plus en plus diffusée, et notamment grâce à un livre qui a déjà été publié il y a 30 ans. On va fêter les 30 ans des principes du gouvernement représentatif de Bernard Manin. Bernard Manin, c'était un théoricien politique français qui est décédé il y a quelques jours, et qui a écrit ce livre super important, qui est vraiment éclairant sur la différence entre la démocratie à Athènes et les démocraties modernes, qu'il appelle gouvernement représentatif, pour justement ne pas les appeler démocratie. Et pour lui, ces gouvernements représentatifs, ils ont certains traits démocratiques. Le fait que maintenant tout le monde puisse participer, que le suffrage soit universel, c'est un trait démocratique. Le fait qu'on puisse choisir nos gouvernants, c'est quand même indéniablement un progrès du point de vue de la démocratie par rapport au régime qui précédait. Mais, comme il le souligne, il y a aussi un trait aristocratique à l'élection, le fait que c'est ce biais élitiste dont je parlais tout à l'heure, le fait que certains profils tendent à être surreprésentés parce que l'élection agit comme une sorte de filtre. Et en fait, lui, ce qu'il a remarqué en lisant un peu les penseurs du XVIIIe siècle, c'est qu'il ne voyait pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, les régimes qu'il cherchait à instaurer comme des démocraties. Et il cherchait plutôt à promouvoir une forme d'aristocratie élective. Et il y avait une sorte de consensus chez les intellectuels de l'époque pour dire ce qui est démocratique, c'est le tirage au sort, tandis que l'élection, elle est aristocratique. Et ça, c'était le consensus à l'époque. Alors que maintenant, il y a une sorte de renversement. On voit l'élection comme vraiment l'instrument démocratique par excellence. Et c'est vrai que
les élections se sont démocratisées à travers le temps, mais c'est intéressant quand même de se rappeler qu'à l'origine, c'était vu comme un instrument aristocratique. Avant de passer aux inconvénients, est-ce que vous voyez d'autres avantages du tirage au sort en politique sur les élections? Il y a un autre avantage important, c'est que souvent ça va être un processus qui va être favorable à la délibération, c'est-à-dire que les personnes qui sont tirées au sort et rassemblées pour discuter, elles sont pas liées en général, elles ne sont pas liées à des partis politiques. Il peut arriver qu'il y en ait l'un ou l'autre qui soit membre d'un parti, peu importe. Mais elles sont pas, du coup, on ne leur impose pas une discipline de parti. Parce que, par exemple, dans un parlement élu, il y a des logiques de cohésion de groupe. Il y a une ligne qui est imposée généralement par le chef ou la chef du parti. Et donc, il y a très peu de liberté pour discuter et changer d'avis dans la discussion. Des personnes tirées au sort peuvent beaucoup plus facilement évoluer dans leur position. Généralement, elles arrivent sans préconception forte sur le sujet à traiter, avec un esprit plus ouvert. Et elles ne sont pas non plus tenues par des promesses électorales. Donc, dans un sens, elles peuvent complètement évoluer dans la discussion en fonction des arguments entendus de la part des experts ou de la part des pairs, des autres personnes avec qui elles délibèrent. Ça, c'est un gros avantage aussi, étant donné que la discussion, quand elle est ouverte, quand il y a vraiment une écoute des arguments des autres, permet à la fois d'améliorer la qualité des décisions en basant les décisions sur des informations plus riches. On récolte des informations de l'ensemble des participants. Et puis ça permet aussi une sorte de montée en impartialité, prendre en compte les intérêts de chacune des parties prenantes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que les experts prennent trop de place dans ce processus de délibération? Encore une fois, je me fais encore l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un grand risque que les décisions finalement que prennent ces assemblées de citoyens tirés au sort, ce ne soit pas finalement juste l'avis des experts? Oui, c'est un risque. C'est un risque qu'il faut prendre au sérieux. Donc généralement, il y a une sorte de comité de gouvernance qui s'assure de la sélection des experts, qui cherche à avoir un panel d'experts assez diversifié avec différentes positions, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un expert ou une experte qui puisse vraiment dominer les discussions et imposer son point de vue. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qui sont généralement prévus, mais en fait ce qu'on constate aussi, c'est que les citoyens ne se laissent pas faire. Donc par exemple, donc les experts sont censés donner des informations factuelles, pas donner un avis sur ce qu'il faudrait faire, mais expliquer comment certaines choses fonctionnent, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a comme connaissance. Et la connaissance, c'est différent de la question de ce qu'il faudrait faire, là, qui est une question normative. Et donc, quand des experts s'aventurent sur le terrain normatif, essayent d'imposer une certaine vision de ce qu'il faudrait faire, souvent, il y a toujours l'un ou l'autre citoyen pour réagir au nom du groupe et dire « là, vous sortez de votre rôle ». Donc, alors, c'est pas du tout impossible qu'il y ait des formes d'influence. Un expert charismatique, même s'il reste dans son rôle, peut exercer plus d'influence. Mais le risque ne menace pas tous les avantages du tirage au sort. Ce n'est pas le plus grand problème du tirage au sort. Il y en a d'autres. Et c'est quoi le plus grand problème? Donc le plus grand problème, c'est qu'on est représenté à travers le tirage au sort par des personnes qu'on n'a pas du tout choisies. Et donc, imaginez qu'on confie des décisions qui s'appliquent à l'ensemble de la population, on confie ces décisions à une assemblée tirée au sort. C'est un peu délicat dans le sens où les personnes qui n'ont pas été sélectionnées doivent accepter de se fier au jugement de personnes qu'elles n'ont pas choisies et qu'elles ne peuvent pas vraiment non plus sanctionner. Parce que les élections, elles permettent deux choses. Elles permettent de choisir ses représentants. Et puis si on n'est pas content de ces représentants, ensuite, à l'élection suivante, on peut les sanctionner et en sélectionner d'autres. Donc il y a un certain... Alors c'est un pouvoir qui est assez faible parce qu'on est très nombreux et que notre vote a assez peu d'impact, mais ce n'est pas rien non plus. Les personnes qui ne sont pas élues ont quand même une certaine influence sur les élus, peuvent exercer collectivement une influence sur les élus. Avec le tirage au sort, ce n'est plus le cas. On ne peut pas vraiment influencer les personnes tirées au sort. Bon, des groupes organisés, des lobbies peuvent essayer, bien sûr, mais pour des citoyens ordinaires, si avec que le tirage au sort, finalement, il y aura une perte de pouvoir. Si on n'est pas sélectionné, on a zéro pouvoir. Par contre, si on est sélectionné, tiré au sort, là, on a les pleins pouvoirs. C'est pour ça que le tirage au sort tout seul, sans l'élection, c'est très délicat. Il y a un risque assez grand et c'est pas sûr qu'il y ait un progrès de la démocratie si on retire le pouvoir à la majorité des gens pour le confier finalement à un petit groupe. Même si ce groupe est assez représentatif de la diversité de la population,
Voilà, ça pose question. C'est là qu'il y a vraiment débat dans la théorie politique sur jusqu'où on peut aller avec le tirage au sort. Avant de vous lire, moi j'étais très partisan du tirage au sort. Maintenant, je me rends compte, par exemple, j'ai l'impression que le vote éloigne beaucoup plus les citoyens de la politique, il les en rapproche, puisque finalement on abdique le pouvoir politique pendant 5 ans. Euh, le tirage au sort, finalement, c'est pire, parce que les citoyens qui ne sont pas tirés au sort, eux, pour le coup, ils n'ont aucun pouvoir politique. En fait, il y a deux effets simultanés. À la fois, le tirage au sort, il peut rapprocher les gens de la politique, mais ça vaut seulement pour tous ceux qui vont être sélectionnés et tirés au sort. Ça va être une expérience transformatrice, ça c'est sûr. Et ça peut générer de l'intérêt pour la politique. Et alors si on multiplie les tirages au sort à tous les échelons de pouvoir, local, régional, national, etc., il y a de plus en plus de gens qui vont être tirés au sort et donc cet effet-là va être bénéfique. Mais pour des populations aussi grandes que celle de la France, mais même de la Belgique, on ne peut pas faire participer tout le monde, ou alors il faut vraiment un nombre énorme de tirages au sort et d'assemblées citoyennes. Et donc pour les personnes non sélectionnées, là il y a un effet inverse, effectivement, peut-être une forme d'écart encore plus grand avec la politique, puisqu'on n'a plus du tout, on n'aurait plus du tout d'influence. Signe avec le tirage au sort de nouveau, mais c'est une position vraiment minoritaire. Finalement, en France, on a dans les cours d'assises un système qui ressemble un petit peu à ça, puisqu'on a des jurés qui sont tirés au sort parmi justement des citoyens entre guillemets ordinaires qui ne sont pas du tout familiers du monde juridique. Pourtant, c'est un monde extraordinairement complexe. Alors, c'est plutôt un système mixte, puisqu'il y a aussi les juges qui sont, eux, pour le coup, des professionnels. Mais comment ça se fait que le tirage au sort soit une idée aussi compliquée à accepter, aussi compliquée en tout cas, très difficile à concevoir pour beaucoup de gens en politique, alors qu'on a un système qui est assez similaire à notre époque, qui fonctionne relativement bien, en tout cas qui choque personne actuellement. Oui, effectivement, c'est le meilleur argument à utiliser pour les gens qui trouvent l'idée du tirage au sort en politique complètement absurde. C'est de dire, mais on pratique déjà le tirage au sort, simplement c'est dans le domaine juridique, et ça fait des siècles qu'on le fait, et les gens ne s'en plaignent pas, et généralement c'est une institution plutôt populaire, le jury. Alors, elle est menacée parce que ça coûte cher, et donc il y a toujours dans une époque d'austérité, il y a toujours des arguments pour supprimer ce qui coûte cher, mais les jurys, ça fonctionne assez bien, il n'y a pas vraiment de... Finalement, un jury composé de gens ordinaires tirés au sort ne juge pas moins bien qu'un juge professionnel. Et donc, finalement, ça crédibilise l'idée du tirage au sort. On voit que les gens ordinaires sont capables de jouer un rôle avec beaucoup de sérieux, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Le rôle que des jurés doivent jouer, c'est statuer sur la culpabilité de quelqu'un en fonction des plaidoyers, du procès. Ce n'est pas tout à fait le même rôle qu'une décision politique, mais enfin, ça montre quand même à la fois que le tirage au sort est déjà vraiment au cœur de nos systèmes politiques et que c'est possible de faire participer des citoyens ordinaires à des processus sérieux avec un pouvoir quand même important. Condamner quelqu'un éventuellement à la peine capitale, à la prison à perpétuité, plutôt, c'est sérieux, c'est pas rien comme décision. Et pourtant, on le confie à des citoyens tirés au sort. Et quels sont les autres inconvénients du tirage au sort, surtout par rapport aux élections? Donc il y a le problème de la non-participation de toutes les personnes qui ne sont pas sélectionnées. Et puis, pour moi, il y a aussi un problème lié à la perte d'influence des partis politiques. Alors les partis politiques, ils ont très mauvaise presse. C'est des institutions les plus mal aimées parmi toutes celles qui existent. Et on oublie qu'ils jouent un rôle quand même assez important, notamment le rôle de mobilisation de l'électorat. Les partis, pour gagner des élections, ont une incitation forte à aller mobiliser la population derrière une cause idéologique. Par exemple, faire prendre conscience de certaines injustices, dans le meilleur des cas, hein, il y a des partis qui défendent des injustices, mais en tout cas, il y a ce potentiel d'aller mobiliser la population derrière certaines injustices pour dire il faut se mobiliser ensemble et agir ensemble contre ces injustices. Dans une démocratie de tirage au sort, on n'a pas vraiment cette dynamique-là, puisque des personnes ordinaires sont tirées au sort, ce qui est très bien à certains égards, mais ça peut être des personnes très peu politisées, qui n'ont pas une conscience des injustices particulièrement forte. Et on n'a pas non plus cette logique de mobilisation du reste de la population, puisque simplement, tout ce qui compte, c'est sélectionner un nombre réduit de personnes. Donc on perd un peu cet aspect-là de mobilisation idéologique, ça me paraît très regrettable.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières justement de mobiliser les citoyens autour de grandes causes? Là, c'est presque même plutôt une opinion personnelle. Moi, j'ai plutôt l'impression que les partis, c'est uniquement des machines à gagner les élections et que finalement, c'est pas tellement un outil du côté de la démocratie, c'est plutôt l'inverse. Non, mais vous avez raison dans le sens où il n'y a pas que les partis qui ont ce pouvoir de mobilisation. Les associations, typiquement, font ça aussi, avec quand même un pouvoir d'influence et des incitations moins fortes aussi, dans le sens où il n'y a pas une... Les partis, justement, comme vous le dites, c'est des machines à gagner. Mais pour cette raison-là, ils veulent gagner, donc ils vont essayer de ratisser le plus large possible. Les associations vont généralement mobiliser des gens déjà assez bien conscientisés, qui se tournent naturellement vers les associations. Il n'y a pas vraiment cette incitation à aller chercher un maximum de supporters. Et puis, l'avantage des partis par rapport aux associations, mais ils ne sont pas en concurrence, hein, c'est tout à fait complémentaire, les partis et les associations, mais les partis vont devoir mobiliser derrière un projet plus large, pas une seule cause. Et ça, c'est intéressant, construire un projet de société et ensuite permettre aux citoyens d'arbitrer entre différents projets de société. Ça, c'est intéressant. Et dans une démocratie de tirage au sort, on n'aurait pas vraiment qui proposerait ces différents projets de société entre lesquels arbitrer. C'est plus comme ça que ça marcherait. C'est un ensemble de citoyens tirés au sort, délibèrent entre eux et prennent des décisions. Ils peuvent les justifier après, mais il n'y a plus ce dialogue finalement avec l'ensemble de la population sur quel projet de société voulons-nous. Est-ce que vous avez des exemples d'assemblées qui se sont très mal passées ou qui ont abouti à des mesures complètement absurdes? Bon, j'ai pas d'exemple de conclusion absurde. Alors, il y a toujours des processus moins bien organisés que d'autres. Il y a sûrement eu des cas où, par exemple, certains experts ont eu trop d'influence, ou alors la sélection n'était pas très équilibrée, et donc certaines opinions étaient surreprésentées par rapport à d'autres. Ça arrive. Ou les citoyens et citoyennes n'ont pas eu suffisamment de temps pour s'informer et délibérer, et donc les recommandations étaient assez pauvres au niveau informationnel. Il y a sûrement des exemples, il y a sûrement des bons et des moins bons exemples, des bonnes et des moins bonnes pratiques, mais si on prend un point de vue global, la question de la compétence, finalement, c'est plus vraiment une objection de dire les gens sont incompétents par rapport à des professionnels de la politique, parce que quand le processus est bien organisé, qu'on leur donne les ressources pour s'informer et délibérer, voilà, les gens sont capables de décisions tout à fait intelligentes et informées. Donc, cette objection-là, elle ne fonctionne pas. En tout cas, quand on pose une question, enfin, quand on demande à une assemblée citoyenne de s'exprimer sur un sujet bien défini. Maintenant, c'est sûr que la question, elle reste plus ouverte. Si, par exemple, on avait un Sénat citoyen tiré au sort, ça voudrait dire que le Sénat devrait s'emparer d'une grande diversité de questions. Et là, il y a une plus grande incertitude, c'est-à-dire qu'aucune assemblée citoyenne n'a encore fait ça à ce jour. Donc, voilà, est-ce que ces citoyens seraient capables de produire des jugements bien informés, bien délibérés sur l'ensemble des sujets à traiter? Ça reste une question ouverte, mais a priori, pour le moment, on n'a pas vraiment de raison d'en douter. On a des exemples d'expérimentation à très grande échelle? Alors, pas encore à très grande échelle, mais donc en France, quand même, il y a eu un progrès dans la médiatisation de cette forme politique, le tirage au sort, l'Assemblée citoyenne, grâce à la Convention citoyenne pour le climat, puis la Convention citoyenne sur la fin de vie, toutes deux organisées à l'initiative d'Emmanuel Macron. Donc son grand mérite, ça aura été vraiment de donner une visibilité très forte au tirage au sort et à cette idée de la Convention citoyenne. Malheureusement, c'est aussi des processus qui étaient fort cadenassés, où il se réservait vraiment une sorte de droit de veto, donc ça a généré pas mal de frustration. Mais en tout cas, là, on avait l'échelle, c'est-à-dire que c'était au niveau national, c'était discuté dans les médias nationaux, etc. En Belgique, on a pour le moment 2 expériences intéressantes d'utilisation du tirage au sort qui sont vraiment institutionnalisées au cœur des processus politiques. On a au Parlement bruxellois et au Parlement wallon. Donc il y a différents parlements en Belgique parce que c'est un système fédéral. Donc il y a un Parlement fédéral et puis des parlements régionaux. Alors, au Parlement bruxellois et au Parlement wallon, on a des commissions délibératives. C'est des commissions parlementaires. Donc les parlements travaillent parfois en plénière avec tout le monde dans la même salle. Et puis il y a des commissions parlementaires aussi où c'est un certain nombre des parlementaires qui se retrouvent pour examiner une question. Et bien, il y a une de ces commissions qui est une commission délibérative dans laquelle on a des citoyens tirés au sort et des élus. Et donc qui vont examiner ensemble une question.
Il y a plus je pense que c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de tirés au sort, 1 tiers d'élus, donc quand même avec une influence plus forte des personnes tirées au sort, qui produisent ensuite des recommandations qui sont votées par l'ensemble du Parlement. La Constitution ne permet pas que des citoyens tirés au sort, non élus, aient le dernier mot, donc ça reste des recommandations, mais c'est vraiment au cœur du fonctionnement du Parlement. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Alors ça reste relativement modeste dans le sens où c'est une commission au sein du Parlement, et d'un Parlement régional, mais c'est quand même pas rien. Et alors en Belgique germanophone, donc peu de gens savent que la Belgique a aussi une communauté germanophone, toute petite, c'est à peu près 70 000 personnes, à l'est de la Belgique. Là, ils ont aussi développé un modèle encore plus innovant. Il y a un conseil citoyen permanent, tiré au sort, qui organise de manière autonome, de façon indépendante des partis, des assemblées citoyennes sur différents thèmes chaque année. Je pense que c'est 2 ou 3 par an, je ne suis plus sûr. Et les thèmes peuvent être proposés par l'ensemble des citoyens de la région, par un processus en ligne. Il suffit de récolter des signatures, imposer un thème. Et donc là, c'est vraiment un processus qui est intéressant dans le sens où c'est que des citoyens tirés au sort, pas mélangés avec des politiciens, des élus. Et c'est supervisé vraiment par un conseil citoyen tiré au sort. Donc il y a le conseil citoyen, l'assemblée citoyenne, et ça fonctionne de manière assez autonome. Mais de nouveau, les recommandations sont soumises ensuite au Parlement, qui a le dernier mot. Parce que pour la même raison, la Constitution belge n'autorise que des représentants élus à avoir le dernier mot. Ça pourrait changer à l'avenir, mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Donc ça, c'est des processus de nouveau, donc dans un sens consultatif, mais bien institutionnalisé. Donc l'impact est quand même... alors on doit encore un peu observer quel impact ça aura, mais on peut s'attendre à un impact plus important parce que ça fait vraiment partie du processus officiel. Ça fait combien de temps que c'est mis en place? Ça fait quelques années, je me dirais, est-ce que ça a commencé en 2019 peut-être? Donc pas plus de 5 ans, mais donc c'est assez récent et donc on a des collègues là qui sont en train d'étudier ça de plus près. On n'a pas encore des grands résultats, des grandes leçons à en tirer. Il va falloir un peu laisser du temps, mais la Belgique, de ce point de vue-là, est assez pionnière à l'échelle mondiale. Et en général, ça reçoit quel accueil de la part des populations? Alors quand ils sont au courant, donc souvent ça reste encore des initiatives qui, comme elles se jouent, c'est pas la politique médiatique, donc il y a quand même s'il y a une certaine couverture médiatique, elle reste assez faible, donc il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant de ces institutions-là. Mais quand les personnes sont au courant, il y a généralement une sympathie assez forte pour ce genre de processus. L'idée finalement d'amener des citoyens ordinaires en politique, les gens apprécient ça, d'autant que beaucoup se plaignent d'une distance avec le monde politique, ne se sentent pas représentés par des élus. Et donc il y a une sympathie assez forte. Après, quand on creuse un peu et qu'on demande aux gens quel pouvoir ils sont prêts à donner à ces assemblées citoyennes tirées au sort, ils ont certaines réticences à donner trop de pouvoir. Notamment, sans doute, parce que les gens sentent une sorte de perte de contrôle sur le processus, puisqu'il n'y a pas vraiment de moyen d'agir de l'extérieur. Donc voilà, une sympathie en tout cas pour ces modèles, mais ça ne veut pas dire que les gens sont prêts à remplacer les élections par un tirage au sort. Et parce que justement, si on pousse ça un peu plus loin, est-ce que, on pourrait envisager, ou pour le coup ce serait catastrophique, par exemple un Premier ministre ou un président tiré au sort? Ça paraît plus absurde parce que le tirage au sort, en fait, un de ses avantages, c'est de la diversité qu'il amène. Mais ça, c'est quand on tire un échantillon suffisamment large. Bon. Parce qu'alors, on a toutes sortes de profils. Mais si on tire au sort une personne, le risque, en fait, est énorme de tomber sur, par exemple, une personne... qui représente qu'elle-même et que ses intérêts. Oui, dont la position n'est pas du tout représentative de la diversité de la population. Et ça pourrait être une personne complètement nulle, ça pourrait être un fasciste, ça pourrait être quelqu'un qui n'écoute personne et donc qui va prendre ses décisions de manière complètement autoritaire. Donc, c'est beaucoup trop risqué, en fait. Ouais. Donc, personne ne propose de tirer au sort une seule personne. Alors que le risque est diminué quand on tire au sort une assemblée, parce que même s'il y a l'une ou l'autre personne qui pose problème, en fait, dans l'ensemble, elles auront une position minoritaire et généralement, ça s'équilibre, quoi. C'est pareil, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que finalement c'est si important que ça qu'il y ait une représentativité? Mais la représentativité, c'est motivé par notamment le fait que il faut que les personnes non sélectionnées puissent se reconnaître un peu dans ce groupe de représentants tirés au sort, parce que sinon, quelle est leur légitimité? On ne les a pas choisis, et imaginons, on ne les a pas choisis et ils font partie d'une élite. Enfin, quelle raison on aurait de se fier à leur jugement? Parce qu'au moins, avec les élections, on a une élite, mais qu'on a choisie.
enfin, collectivement, hein, choisi individuellement, c'est pas toujours le choix qu'on a fait qui triomphe. Mais donc, ça motive la représentativité. Et puis, il y a l'idée aussi qu'un groupe plus diversifié, plus représentatif de la diversité sociale, est moins susceptible de prendre des décisions biaisées en faveur des intérêts de quelques-uns et au détriment des intérêts des autres. Donc c'est ça aussi l'importance de la diversité et de la représentativité. C'est parce que, justement, on se rend compte que beaucoup d'intérêts sont ignorés parce que parmi les élus, on a très peu de personnes qui ont fait l'expérience du chômage, qui ont fait l'expérience de l'asile, qui ont fait toutes sortes d'expériences un peu de précarité, qui sont, alors que typiquement les personnes élues viennent plutôt de cercles élitistes et ont plutôt joui de privilèges qui font qu'elles vont avoir peut-être un regard un peu biaisé sur la société. Le tirage au sort peut amener une plus grande diversité, mais à condition alors de bien représenter la diversité sociale. Vous parlez beaucoup de distance, la démocratie en tout cas est plus simple à l'échelle locale. Oui, c'est sûr qu'il y a une montée en complexité, plus on monte les échelons du local vers le national, il y a des enjeux macroéconomiques, des enjeux de relations internationales qui sont quand même extrêmement complexes. Ça, c'est assez inévitable. Je pense que ce serait une illusion de vouloir supprimer cette complexité, mais on peut essayer d'innover davantage à l'échelon local pour impliquer davantage les citoyens et citoyennes sur des questions qui les concernent peut-être plus directement au quotidien. Mais ça ne suffit pas à la participation au niveau local parce que finalement les questions déterminantes qui ont aussi un impact quotidien immense, la question de la distribution des revenus, par exemple la fiscalité, les questions environnementales, etc., se décident aux échelons supérieurs. Donc on ne va pas réduire la participation au seul niveau local, enfin ce serait une erreur à mon sens. Avec le tirage au sort, est-ce qu'on peut parler de démocratie directe ? Est-ce que c'est pas un gouvernement représentatif, entre guillemets, comme les autres, c'est la manière de les choisir qui est différente? Oui, c'est ça, mais ça fait qu'il n'est pas comme les autres, justement. Mais effectivement, c'est une logique représentative. Il ne s'agit pas de démocratie directe. Moi, j'associe ça à la prise de décision de l'ensemble de la population concernée, que ce soit dans une assemblée ouverte à tout le monde ou par un référendum. Mais ici, on est dans une logique de représentation, mais de représentation extrêmement différente de la représentation élective ou électorale. Donc c'est quand même significativement différent, mais ça reste une logique représentative. Est-ce que vous avez un point qui vous semble important d'aborder ou qu'on n'a pas abordé La démocratie directe, justement, parce que moi je pense que, en fait, moi la vision que je défends, c'est une sorte de modèle hybride qui mélange à la fois l'élection, le tirage au sort et la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça me paraît important parce que donc le tirage au sort va compenser un peu le biais élitiste de l'élection en amenant plus de diversité. Donc moi je défends un modèle bicaméral avec une chambre élue, une chambre tirée au sort. Et la chambre tirée au sort qui évalue les propositions de loi ou certaines propositions de loi de la chambre élue et qui agit, qui performe une sorte de contrôle populaire des décisions politiques. Et puis, comme tout système représentatif est toujours imparfait, ça me semble aussi important qu'il y ait une possibilité pour les citoyens non élus et non tirés au sort d'influencer le monde politique par le biais d'initiatives citoyennes. C'est-à-dire qu'on collecte des signatures pour mettre une proposition à l'agenda politique et si le Parlement ne s'en empare pas, ça débouche sur un référendum dans lequel l'ensemble de la population peut s'exprimer et prendre une décision. Je ne pense pas que chaque décision puisse être prise comme ça demanderait beaucoup trop de temps à l'ensemble de la population de former des opinions sur tous les sujets possibles, mais ça doit être une possibilité qui, à mon avis, doit compléter le système représentatif. Je crois qu'il y avait quelques expérimentations à l'est de Paris, mais vraiment dans des quartiers, hein, donc vraiment très très local. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui participaient, c'était en gros des retraités surtout, et des étudiants, surtout des retraités, parce que tout simplement, ils avaient le temps de se préoccuper de tout ça. Que dans notre système là actuel, c'est quelque chose qui est possible, parce que par définition, pour s'intéresser à la politique, il faut du temps, c'est des questions complexes. Non, donc ça, c'est vrai que c'est le problème qui affecte un peu tous les processus participatifs qui existent au niveau local, régional. Il y en a beaucoup qui existent et où on retrouve effectivement beaucoup d'hommes retraités surtout, et blancs. Mais alors le tirage au sort lui permet un peu de compenser ça quand il y a des quotas. Et puis,
Un référendum, ça ne demande pas la même énergie, la même Mm. disponibilité, donc simplement aller voter. Alors il y a toujours des gens qui ne le font pas, hein, mais c'est quand même plus inclusif qu'un processus participatif un peu long, plus exigeant au niveau de l'engagement. Donc bien sûr, il y a toujours un peu des biais dans les profils qui votent et qui ne votent pas, mais ça me paraît quand même relativement inclusif un référendum. Et dans un sens, c'est plus inclusif que le tirage au sort, puisque l'ensemble de la population peut s'exprimer. Pour le coup, le référendum d'initiative populaire en France, on a un peu entendu parler dans les Gilets jaunes, parce que c'est un des grands sujets. Le tirage au sort, la démocratie directe. Je caricature, hein, mais globalement, à part les chercheurs, qui parle de ça et qui est pour ce système? Ben, en fait, il y a un système par rapport auquel il y a beaucoup de préjugés, mais qui est mal compris à mon avis. Et si on observe un peu les pratiques de démocratie directe ou référendaire en Suisse, dans beaucoup de pays d'Amérique latine ou même dans plusieurs États des États-Unis, on se rend compte que ces préjugés sont souvent infondés. Alors c'est vrai que ce n'est pas une procédure parfaite, il y a parfois des gens qui sont mal informés sur la question qui leur est posée, donc des résultats mal informés, décevants, enfin surprenants. Il y a parfois une influence des lobbies sur les campagnes référendaires. Bien sûr, il y a tous ces défauts, mais ça génère énormément de satisfaction. Les populations qui ont le droit de s'exprimer régulièrement par référendum sont beaucoup plus satisfaites de leurs institutions politiques. Et puis, ça permet de corriger un peu les biais représentationnels, c'est-à-dire le fait que les représentants ne sont pas toujours alignés par rapport à la population. Et le référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne, peut jouer un rôle correctif assez important. Et puis, il y a même des formules qui permettent d'améliorer cette procédure. Par exemple, il y a une formule très intéressante qui combine référendum et tirage au sort. Ça a été inventé, si je ne me trompe pas, dans l'État d'Oregon aux États-Unis. Et maintenant, c'est à l'essai en Suisse, en Finlande et dans d'autres pays, je pense. C'est en anglais Citizens Initiative Review. Donc, c'est un processus dans lequel on va avoir un référendum, mais avant le référendum, une assemblée citoyenne qui va s'informer sur la question posée, délibérer, identifier les principaux arguments pour et contre, et puis remettre à toutes les personnes qui sont invitées à voter, tous les électeurs, électrices, un petit livret avec les principaux faits pertinents, les informations pertinentes, les principaux arguments pour et contre. Pas un avis, on ne donne pas son avis, c'est vraiment aider à préparer le vote. Et ensuite, c'est pour s'assurer que la population soit bien informée et délibère intérieurement sur le pour et le contre avant de voter. Ça, c'est un mécanisme qui améliore beaucoup le processus référendaire, qui lui donne beaucoup plus de force. Donc le tirage au sort fait mieux en termes de délibération que le référendum, mais le référendum est plus inclusif. Et donc, voilà, on ne peut pas, à mon avis, se contenter d'une des deux procédures. C'est pour ça que moi, je suis pour ce genre de modèle hybride qui combine ces différentes procédures, parce que chacune amène quelque chose que l'autre n'a pas. Vous avez dit que beaucoup de critiques ou d'objections faites à tous ces modèles-là étaient infondées. Comment on fait pour changer ça? Ben justement, en faisant des podcasts, en essayant de s'informer sur les différentes pratiques, plutôt qu'avoir des préjugés. Par exemple, en Belgique, on a des préjugés parce qu'on ne pratique jamais le référendum. Donc, on l'a pratiqué une fois dans l'après-guerre sur la question de est-ce qu'on voulait garder la monarchie ou pas. C'était un peu traumatisant parce que ça a divisé la population entre les flamands et les francophones. Et sur base de ça, on en conclut que c'est un outil qui divise. Il faudrait regarder davantage ce qui se fait ailleurs, s'intéresser à... Alors la Suisse, c'est pas très loin de chez nous. C'est pas un modèle parfait, mais c'est quand même un laboratoire en plein air de démocratie directe. Et puis s'intéresser à ce qui se fait en dehors de l'Europe, en Amérique latine, ailleurs dans le monde. Et donc mieux s'informer sur ce qui se passe et puis davantage en discuter, essayer de baser nos jugements, pas sur des préjugés, mais justement sur ce qui existe et les leçons qu'on peut en tirer.